Depuis la fin de la dernière glaciation, la Manche sépare l'Europe du Nord des rivages du sud de l'Angleterre, mettant l'homme au défi de traverser ce bras de mer afin de mener à bien le commerce, la diplomatie et la guerre. L'homme a appris à naviguer le long de la Manche, à composer avec ses courants de marée et ses tempêtes afin d'atteindre la mer du Nord, l'océan Atlantique et au-delà. La Manche est sans doute l'une des plus importantes routes maritimes du monde. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une voie maritime extrêmement fréquentée, depuis toujours, voie de communication. En plus, il y a des îles, donc c'est quand même un lieu de passage pour que les gens puissent échanger. En plus de ça, c'est une zone maritime qui jouit, si on peut dire, d'un climat quand même qui est assez robuste, parfois même très compliqué l'hiver. Donc on peut imaginer qu'au fil des millénaires, il y a eu de très nombreux naufrages. Donc l'intérêt pour nous, c'est que se trouve ainsi consigné quelque part sous le fond de l'Europe du Nord-Ouest, sous le fond de la mer, la Manche, la mer du Nord, un très grand nombre de sites archéologiques qui sont autant de témoins de pages d'histoire immergées et oubliées. Voilà pourquoi cette zone maritime, pour nous, est extrêmement importante. À nos yeux, elle mérite d'être protégée, d'être inventoriée et probablement de mener un très grand nombre d'études qui seront certainement pluridisciplinaires et sur de très grands nombres de sites de grande diversité chronologique. Des milliers de naufrages ont été identifiés dans la Manche. Cette riche source historique constitue la base de l'Atlas archéologique des deux mers et de l'interface cartographique de l'A2S. L'héritage commun aux trois nations qui bordent la Manche et le sud de la mer du Nord, la France, l'Angleterre et la Belgique, est réuni dans ce site internet. La Dramar, le Hampshire and White Trust for Maritime Archaeology et l'Agence du patrimoine de Flandre collaborent afin de mener à bien ce projet. Les chercheurs, les étudiants et tous ceux qui sont connectés à Internet auront accès à tout un pan de l'histoire maritime en un clic. Une des épaves présentées dans le portail est le U-1195. Une brève description, des liens vers d'autres sites web et des images sont présentés. Ce sous-marin a été coulé lors des derniers mois de la guerre. En 1945, les pertes en sous-marins allemands, les U-boats, étaient nombreuses et peu de vaisseaux rentraient de leur patrouille. Le U-1195 n'a pas fait exception. Commandé par le capitaine Ernst Cordes, ce sous-marin faisait sa première patrouille. Au petit matin du 7 avril 1945, cet U-boat a lancé une unique torpille vers un convoi de bateaux en route vers le port de Portsmouth. Cette torpille a touché le SS Cuba, un navire de transport de troupes, qui a aussitôt commencé à couler. Mais une contre-attaque par les escorteurs alliés a rapidement transformé le chasseur en proie. Les dégâts provoqués par l'explosion d'une charge devant le kiosque ont envoyé le sous-marin et son équipage par le fond. Cette restitution graphique illustre l'ampleur des dégâts causés par la torpille. La déflagration a ouvert une brèche dans les coques externes et internes. L'U-boat et son équipage n'avaient aucune chance de s'en sortir. Le U-1195 repose actuellement par 24 mètres de fond, sa coque se détériorant lentement. Il est le témoin d'un conflit du passé et un monument aux hommes qui sont morts à son bord. Le portail indique la localisation des épaves dans la Manche et dans le sud de la mer du Nord sur une carte virtuelle. Il fournit également des informations concernant les sites terrestres immergés. Ceux-ci ont été noyés lors de la montée du niveau marin. Les archéologues de l'Agence du patrimoine de Flandre étudient un tel site sous le sable de la plage de Raverside, près du port d'Ostende. De nos jours, des défenses allemandes de la Seconde Guerre mondiale dominent toujours cette côte. En contraste avec ces canons alignés pour contrer une attaque des Alliés, ce rivage hébergeait, au Moyen-Âge, une paisible communauté de pêcheurs et leurs familles. Mais une succession de tempêtes et de fortes marées hautes a forcé les habitants à quitter leurs maisons et leurs terres. Dans les années 1970, les traces du village étaient toujours visibles. Aujourd'hui, elles sont recouvertes de sable. D'autres techniques sont employées afin de découvrir ce qui repose sous la surface. So we're on Raverside beach in Belgium and we're doing coring
because in the 13th and 14th century there was a medieval fishing village here. And now it's all covered by the sand. And with the core-rings we're trying to see how deep the sand goes. We're trying to see if there's peat present. We're trying to see how deep the clay goes. We're trying to see where those remains are. The core-ring is combined with the electromagnetic survey, and you can see the quad there passing by. So the quad bike is pulling a sensor that is making like an image with the magnetic field of the whole area on this beach where the 13th century village was situated, so 700 years ago. There was storms and was washed away by the sea, and the people had to move back inland. And so we are going to try to map what is underneath the sand over the whole area between these two breakwaters. So we can reconstruct the village, how it was before. Au large de l'île de Wight, sous le chenal du Solent, est préservé un site terrestre immergé beaucoup plus ancien. Une décennie de travail de terrain effectué par le Hampshire and Wight Trust a révélé que le site de Bull North Cliff était un campement préhistorique daté d'il y a 8000 ans. À cette époque, les niveaux marins étaient plus bas et le chenal du Solent était une vallée fluviale boisée. The plan now is to go down to Bull North Cliff 5. The visibility is awful. It's maybe that much, a bit more. So you have to bear with me while I try and locate the site. Then we can get the frame and we can position it over the top of the site. Now the reason we're doing this is to give us a good foothold so that we don't get washed away when the tide changes. Also, it acts as reference points for when we start recovering some samples. And the bits we're going to recover are the peat deposit from the submerged forest that was once there. Mettre au jour des artefacts dans ce labyrinthe de bois et d'argile compacte exige beaucoup de temps et de connaissances. Les archéologues de l'A2S travaillent ensemble malgré la marée et la mauvaise visibilité afin de prélever des spécimens de bois, des outils en pierre et même des morceaux de cordes pour des analyses complémentaires en laboratoire. Puisque la matière organique est mieux conservée en milieu humide que sur la terre ferme, le site de Bull North Cliff est donc d'autant plus important pour notre compréhension du Mésolithique en Grande-Bretagne. So what we have here is we have this submerged landscape. It's about 8,000 years old, a bit older. There's been eroding out of this underwater cliff in the Western Solent. And why it's so significant is not just the finds that we've got there, but also that this is comparable to many other sites around Europe. I say Northwest Europe being the North Sea or the Channel, the areas that we're working in for this project. And it was within this area that we found a whole bunch of the archaeological artefacts. Okay, so here's a nice little piece of worked flint, but this is a flake that would have been taken from a core. And once it's produced like this, you can use this as a cutting blade, and they hold a series of this, and about 300 of these have been found on site. Here we have lots of burning flints, burnt flints, and they've been burnt in sort of fires and pits, and it's very significant because we have a lot of burning activity on the site. But in amongst these, which are very common in Mesolithic sites, we've got this organic material, and this is an example of a hazelnut found on the site. You must remember that this hazelnut wasn't from the forest from last winter, but it was actually from the forest over 8,000 winters ago. Most of this material, I'd say, has been brought up over the last couple of years within the framework of the Atlas of the Two Seas project. And we've been working with our colleagues from France and Belgium, diving down on the sites, excavating and recovering and removing the material where we can. It is a site under threat as well, so if we don't work quickly, it will soon be lost. We found timbers that have been worked by humans, and here's just a range of the timbers we found. And this is quite interesting because it shows a microcosm of the site we're looking at. And this particular piece here, we believe this to have been many metres longer. Now, this piece of timber was actually chopped out to form a plank using a technology that's 2,000 years.
ahead of its time. And of course we even have string, and we have the like that goes with it that demonstrates they were tying things together at the time. So it looks like a big sort of a manufacturing site, possibly building the logbooks of which we have the remains here. Ces artefacts, exposés par les courants du chenal et le travail des archéologues, ont révélé que Bull North Cliff est le site de construction de bateaux le plus ancien au monde actuellement connu. The number of worked pieces of timber we found, about a quarter of the total found in the UK to date. So it's a very rich site, and we're only looking at one small part of it. It just shows the potential under the sea. La Manche et le chenal du Solent, si importants pour le commerce, sont riches en histoire maritime et en naufrages. Sur le bateau de plongée, l'équipe de la 2S travaille sur l'épave du HMS Pomone, une frégate de 38 canons lancée en 1805, année de la bataille de Trafalgar. Ce navire était l'un des fleurons de la construction navale anglaise et le plus rapide de la marine britannique. La plupart des pièces de chêne exposées se sont décomposées. Mais la fouille révèle que sous le sédiment, elles sont en très bon état. Il peut s'avérer difficile de se repérer sur une épave. Mais à partir de ces broches en cuivre qui tenaient les éléments de la coque ensemble, dont certaines font plus d'1 mètre de long, et des 2 écubiers de l'ancre, on déduit que l'on se trouve sur la partie avant d'un navire de guerre britannique. Les archéologues utilisent un cadre métallique afin de prendre des mesures précises et dessiner les pièces de bois. Ces informations aideront les historiens maritimes à mieux comprendre les techniques de construction navale de cette époque. Cette carte marine, imprimée en 1749, indique clairement que cette partie de la côte est une zone où les marins devaient naviguer avec beaucoup de précautions. Ces bancs de sable, à l'entrée du port d'Ostende, sont comme un labyrinthe. Ils ont été la cause de nombreux naufrages et fait de nombreuses victimes. Une telle épave repose sur le banc de sable Burton Rattle. The Burton Rattle wreck was found in the late 90s by a group of scuba divers. They recovered a lot of artifacts. And secondly, now during the A2S project, we are having the opportunity to also investigate the wreck and to plan the wreck with the help of our 2 partners in the project. So we are learning a lot more about the wreck for the moment during the A2S project. We are planning the site. We learned that there are still more wood conserved on the site than we first thought that was preserved. Ce vaisseau, probablement un navire marchand, a coulé il y a environ 300 ans. Une visibilité réduite ainsi que des températures basses et de forts courants peuvent déstabiliser même les plongeurs les plus expérimentés. Le travail sur ces sites difficiles pousse l'archéologie dans ses retranchements. Mais en partageant leur savoir-faire et leur expérience, les 3 pays accomplissent un travail beaucoup plus important. Since we are a country with very low experience in maritime archaeology, the project helps us to learn a lot more about techniques, to learn a lot more about partners that are having a lot more experience on the field of maritime archaeology, and that way we can learn a lot more about our mutual wreck sites. L'identification d'une épave ancienne peut prendre des années de recherche et d'investigation. Surtout une épave disloquée et éparpillée sur le fond marin. Il est possible que le nom de cette épave nous soit à jamais inconnu, alors qu'elle a livré des milliers d'artefacts. Ces objets, dont beaucoup sont des effets personnels, nous offrent une fenêtre sur notre passé. Par exemple, la boîte à tabac d'un soldat, gravée d'un verset de la Bible écrit en néerlandais, et illustrée d'une scène où un ours dévore des enfants. Sa cartouchière en laiton, contenant des balles de plomb et de la poudre. Et ici, une cuillère en étain, avec les initiales de l'artisan et un poinçon qui nous indique qu'elle a été fabriquée à Amsterdam. Remarquablement, cette bouteille en verre qui contenait encore du vin a survécu 3 siècles sous la mer.
et aussi des outils pour travailler le bois, comme ces pinces si semblables à celles que l'on peut acheter aujourd'hui. Pour les commerçants qui ont rempli ces cales, la perte de ce navire a été un désastre financier. Mais pour les archéologues d'aujourd'hui, elle constitue une source riche en connaissances. My job is to study tree rings. And, well, in another way you can call that dendrochronology. This particular figurehead was caught in a fishing net in the North Sea, close to an area where a Dutch trading ship was found. So now we're trying to look to see if this figurehead is a part of one of those ancient shipwrecks, and therefore we need a date. So that's what I'm doing here. I'm taking pictures of the tree rings that are visible on this particular sculpture. Those tree rings differ from year to year in a way that they are wider or smaller, whether the growing conditions were favorable or not. And that series of tree rings gives us a kind of a barcode that is in this particular piece of wood. And when I can read and actually measure all these tree rings on this particular sculpture, I can actually date this piece of wood. L'âge et le type de bois utilisé pour la fabrication de cette figure de proue, ainsi que le style de la sculpture, nous aident à identifier quand et où le navire a été construit. Depuis que les marins ont commencé à naviguer en Manche, ils ont eu à lutter contre les côtes dangereuses, les ennemis et les éléments. Lors de fortes tempêtes, ces rivages étaient mortels pour les navires qui s'éloignaient au large afin de les éviter. S'ils fuyaient le mauvais temps ou la guerre, le port de Saint-Malo pouvait offrir une protection. Dans l'estuaire, les navires pouvaient attendre à l'ancre, à l'abri de tout ennemi ou tempête enragée. Aujourd'hui, il est un refuge pour d'autres types de marins. Mais, sous cette surface calme, repose un mystère. Les archéologues maritimes de l'Adramar travaillent sur une épave française de 1692. Ils pensent qu'il s'agit du César, qui transportait une cargaison inhabituelle. Des canons. Le vaisseau de recherche français, Hermine Bretagne, est mouillé directement au-dessus de l'épave. L'équipe de l'A2S se prépare à plonger. L'équipe internationale est dirigée par Alexandre Poudret-Barré. Alexandre coordonne cette étude avec Gary Mamber et Ine de Meure, ses partenaires anglais et belges. So the objective is to measure the guns accurately, each of them with measurement, and fill in the guns record sheets, so we can have a portrait of each of the guns, try to see what was their caliber, nationality if we can, to try to link that to the wreck, because we believe it's a Caesar, but it's maybe another wreck. It's just from the archives that we believe it's a Caesar, but we're not sure that that's really the Caesar. Après avoir été immergés dans l'eau pendant plus de 300 ans, les canons sont corrodés. Une fois de retour à bord d'Hermine Bretagne, Alexandre et Gary pilotent la fouille du site des canons. So the idea is you have the guns which are laid perpendicular to the axis of the trench. Yep. So we think maybe the keel or some timbers could be in this area. So how deep do you think we're going to need to go? Is there clay at the bottom? No, it's probably a meter or something. Because that's a good shot though. John, could you hold the shot on the diver doing the measuring? You've got Brendan who's doing the measurement.
with the Yeah. surface come. Okay, Foxtrot, 13 Cranion. You have that. 4, 0, 5, 4. There are 10 or 11 cannon there. There's 11 gun. Hold it there, hold it there. Yeah, hold it there, John, that's good. Could you go to sondage number 2? We want to look at the dredge. Afin de prendre des mesures aussi exactes que possible, l'équipe a monté un carroyage en métal autour des canons. À partir de ces points de repère fixes, ils peuvent dessiner un plan précis. Ce site pose de nombreuses questions intrigantes. Pourquoi les canons ont-ils été abandonnés? Même en 1692, ils avaient la possibilité de récupérer ces canons gisant sous 10 mètres d'eau. Faisaient-ils partie d'une cargaison, du ballast, ou ont-ils été simplement largués à la mer afin d'alléger le navire? L'équipe d'Alexandre espère trouver les réponses à ces questions en fouillant une tranchée de part et d'autre des canons. La fouille a déjà révélé une partie de la quille et du pont, et des artefacts ont été trouvés dans le ballast de pierre. Ce qui laisse croire aux archéologues qu'encore plus d'effets personnels pourraient reposer sous le sable. Ce site renferme encore beaucoup de secrets. This wreck is really linked with French history, so it's important for the global history of European countries, but it's not directly linked with English history or Belgium history. So what is link us here together is really the techniques and the science. We are all this archaeology, which is the link between us. Then we also have a project where we are linked all together in the history of the shipwreck, like the Londonier or Bolnacliff, which is Mesolithic site, or the site of Biel-Clamondre in Normandy when we worked last year all together. So those sites were prehistoric, so they belong to no country. I mean, they're not linked with contemporary country or contemporary borders. It's humankind. Une épave qui symbolise l'héritage commun aux 3 pays de la Manche est celle du SS Londonier. Ce navire marchand, lancé en Grande-Bretagne, propriété d'une compagnie belge et affrété par les Français, repose par 40 mètres de fond. Les restes brisés, tordus de l'épave, nous font voyager dans le temps à l'époque de la Grande Guerre. Au petit matin du 13 mars 1918, le Londonier avait quasiment traversé la Manche, mais malheureusement pour lui, il avait été repéré par un sous-marin allemand. L'UC-71 a lancé une attaque de surface à une distance de moins de 200 mètres. Gravement touché, le bâtiment a aussitôt commencé à couler. L'équipage a abandonné le navire. 13 hommes ont atteint les canaux de sauvetage, 12 n'y sont pas parvenus. Le naufrage de ce navire et la perte de l'équipage ne sont pas parus dans la presse. Aucune information ou encouragement ne devait être communiqué à l'ennemi. Maintenant, les choses se passent autrement. Les élèves de l'école de Ghissény en Bretagne créent des unes de journaux. Alors que notre intérêt pour l'histoire s'accroît, l'épave du Londonier est au cœur du projet éducatif A2S. Archéologues en herbe, les élèves des écoles des 3 pays collaborent ensemble afin d'identifier l'épave mystère avec leurs compétences nouvellement acquises. Dans ce projet, c'était intéressant de voir aussi d'avoir des liens avec l'Angleterre et puis avec la Belgique, de pouvoir faire des échanges d'informations. Et puis c'est pour ça que, comme le groupe était important, puisqu'ils étaient 39, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt le système de la une de journal, parce que comme ça, chacun pouvait faire une et ensuite l'objectif c'est d'envoyer un mail aux différents autres élèves pour pouvoir leur proposer, leur envoyer la une personnalisée pour chaque personne, pour chaque élève qui a participé à cette activité. Un élément majeur de ce projet concerne le canon de la poupe, élément incontournable de l'épave qui a aidé les archéologues à confirmer l'identité de ce navire. Et ici ils sont en train de mesurer le canon du bateau pour essayer de savoir quel est le nom du bateau et quel est ce bateau mystère. Quelques élèves dessinent le canon à échelle réduite, comme le feraient les archéologues sous-marins lors de leurs recherches.
Le canon de 12 livres, qui n'a jamais riposté lors de cette brève et sanglante rencontre, nous rappelle le sacrifice fait par tant de marins lors d'affrontements en mer. Tout comme leurs camarades en Bretagne, les élèves belges travaillent sur un dessin à échelle réduite du canon de poupe. We're doing a project. We're trying to find and identify a wreck which is located near the English coastline. We're trying to find out the size of it, the crew members, the engines, what kind of engines and how many there are. We're being helped by the Flemish Heritage. They're coming and trying to help the pupils, searching the websites and filling in some papers about it. It's a combination of many subjects. There's history, most of them, and then there's mathematics as well, because they had to learn to draw a cannon. Then there's also as well the language, because they have to communicate with the English school and the French school as well, and then they have to collaborate, they have to work together. Now they're making a movie about it, because there's a creative part as well at the end of the project, and we're trying to do it with the characters Tintin, his dog Snowy, and the other characters of the comic books. And we decided to make a film of it, which has been named The Mystery of the Londonere. So the pupils will discover the wreck. Le fait d'associer le personnage du capitaine Haddock à l'histoire du Londonere est un moyen d'apprentissage créatif. Onze Londonier is een stoommachine van het jaar 1870 tot 1940. Het type motor is een compound stoommachine, triple expansie, 3 cilinders dus. Het schip is gezonken in de Tweede Wereldoorlog, het jaar 1918. 1000 bommen en granaten. 94,25 meter lang was het schip. Hoe is die gezonken? Het is zeer interessant en ja, ik kijk graag wat dat er eigenlijk gezonken is in het water. En ja, het is heel anders. We zijn meer bezig aan het onderzoeken en anders is het uit een cursus. Ja, we leren hoe we onderzoekingen doen en ja, dat is zeer leuk, want het is met een groep dat je samenwerkt. Mijn papa is een duiker en ja, ik zou dat ook wel graag doen en dan meer als archéoloog. Le Londonere, toujours aussi impressionnant après un siècle sous l'eau, gît loin de la côte. Il peut être difficile à atteindre, mais cette épave obsédante peut surprendre même les plongeurs les plus expérimentés. Le moteur, les chaudières, gisent aujourd'hui au-dessus de ce qui reste de l'épave. Trouver quelqu'un pour enseigner l'archéologie maritime pourrait être un défi dans chacune des écoles des 3 pays. Une solution originale à ce problème est d'amener les experts et la salle de classe aux élèves. Qui s'y attendait? Charlie, you're a penguin now. Next question. How many masts did the ship have? These were a bit of confusion for everybody. And it is what they are. Second, it's not to burn the coal, no. There'll be a dial on the front here that's missing. Mike's not a microscope. Oh yeah, Mulberry's a tanker. Has 2 masts, steam driven, from the right date period. Wow, that's brilliant job. Excellent. Right. The reason we're at this school today is the students and the teachers have formed a little maritime archaeology company, and that's what they're basing all their subjects, all their classroom subjects on at the moment, around a maritime archaeological investigation of shipwrecks and sites. And we fit into their remit perfectly with the national curriculum as well. And it's quite nice because archaeology isn't a natural traditional school subjects, but there are lots of elements within maritime archaeology that are like basic maths and physics and science and history and art. And so our job is to bring this to schools and show that, you know, learning can be really, really fun. We can say, well, look at, for example, datum offset and trilateration.
it's maths, but measuring out a shipwreck is cool. They're learning stuff and they're doing stuff, but they don't realise that they're learning a traditional school subject. This is on the back of a series of English lessons which we've done to create an environment which the children are by and large in control of. And the subject area we've chosen was marine archaeology, and the idea is that it produces the opportunities to do lots of different writing types, so descriptions, stories, instructions, all those sort of things. So this gives them a chance to actually see what goes on. I like the fact they've got all these artefacts and little models that they can use, which sort of brings it to life. A lot of the teachers learned something themselves. A lot of the feedback is it was great for the kids, and I actually learned something as well. It just adds an extra element. I mean, it's all very well sitting in classrooms and you can show them your video, but to actually get the hands-on to things, I think certainly enriches the experience. Really trying to uncover the artefacts. I'm loving it. There's so many activities to do. Really? Yeah. Le projet de l'Atlas archéologique des deux mers est achevé. Il retrace l'histoire des 3 pays côtiers de la Manche et intègre notre héritage européen de la préhistoire à nos jours. L'Atlas, original par son concept et sa forme, est accessible à tous les passionnés du patrimoine de cette zone maritime commune. L'échange de connaissances, la recherche et les opérations de terrain des partenaires ont créé cette ressource unique. En avançant vers l'avenir, les 3 pays construisent ensemble une nouvelle façon de regarder le passé.